À la maison, au bureau, au café et même dans les transports, du moins en principe, le Wi-Fi est partout autour de nous aujourd'hui et on s'en sert tous les jours. Mais le Wi-Fi, qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle différence avec la 4G ou la 5G ? Comment améliorer son Wi-Fi à la maison ? Comment éviter aussi les risques de piratage ? On va parler de tout cela dans cet épisode spécial de Monde Numérique. On part à la découverte d'une technologie de communication en apparence banale, mais qui soulève plein de questions et surtout dont on ne peut plus se passer. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Alors il faut savoir, pour les plus jeunes notamment, que le Wi-Fi n'a pas toujours existé. Et non, pendant longtemps, pour se connecter à Internet avec un ordinateur, on avait forcément un fil à la patte. Mais heureusement, le Wi-Fi a fait son apparition. Le Wi-Fi, c'est une technologie qui a commencé à être développée dans les années 90. Donc, c'était une techno qui était là pour remplacer le câble, donc le câble bon vieux câble RJ45 avec lequel on connectait nos appareils. Mathieu Quinche, enseignant-chercheur à l'INSA Lyon et à l'INRIA, spécialiste des technologies sans fil. Et donc, il y a eu des différents développements qui ont été faits donc aux États-Unis et en Australie un petit peu. Et puis, on a vu apparaître à la fin des années 90 une première version du standard, donc qui a été développée au sein de l'I3E, un organisme de standardisation au sein d'un groupe de travail qui s'appelait 802 et le sous-groupe 802.11. Et donc, qui a créé la base de cette technologie qui, aujourd'hui, on l'utilise encore cette base et donc qui est développée au fur et à mesure. Et à la fin des années 90, la première version du standard est sortie. Et puis, on a vu aussi les premiers appareils qui ont commencé à intégrer cette technologie. Donc, c'était Apple qui a mis ça dans ses premiers iBooks, si je me souviens bien, en 99. Donc, c'était à l'époque, ça s'appelait le AirPort. Donc, c'était les premiers ordinateurs qui intégraient le Wi-Fi. Et depuis, le Wi-Fi s'est intégré dans la plupart de nos appareils, smartphones, tablettes, etc. Le Wi-Fi a une origine insolite. On attribue son invention à une actrice hollywoodienne des années 40, Hedy Lamarr. En fait, c'était une véritable inventrice, injustement méconnue, et c'est elle qui a eu l'idée d'un système de chiffrement de fréquences destiné en fait au départ à l'armement et qui sera utilisé ensuite dans le Wi-Fi. L'un des tout premiers réseaux Wi-Fi a été créé à Hawaï en 1971 pour relier entre elles les îles de l'archipel. C'était pas exactement le Wi-Fi qu'on connaît aujourd'hui, mais il avait un nom plutôt sympathique, il s'appelait Alohanet. Alors le Wi-Fi, au fond, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des ondes radio, comme la 5G, la 4G ou les ondes du micro-ondes. Ce sont des ondes à courte portée, quelques dizaines de mètres à peine. Et le Wi-Fi, son boulot, c'est de transformer votre connexion Internet filaire, qui arrive chez vous le plus souvent par fibre optique, en connexion sans fil, pour vous permettre de surfer depuis votre canapé. Le Wi-Fi est défini par une norme technique, la norme IEEE ou I3E 802.11, une norme qui n'a cessé d'évoluer au fil des années. C'est ça qui est important avec cette norme, c'est qu'on a vu évoluer donc les premières versions qui permettaient des débits relativement faibles, et puis on a vu les évolutions de la technique qui ont permis d'améliorer tout ça. Donc on a eu différentes versions. Donc vous vous souvenez peut-être qu'il y avait les normes A, B, G, N, AC. On voyait ça sur certains appareils. Donc ça a été un peu clarifié récemment par la Wi-Fi Alliance qui gère un peu, qui chapeaute le développement du Wi-Fi sous le nom de Wi-Fi 5, 6 et bientôt 7, et on a vu donc des améliorations. Donc on était passé de quelques mégas, les premiers réseaux Wi-Fi c'était 1 ou 2 mégas maximum, 2 mégabits par seconde maximum, et aujourd'hui les prochaines versions nous annoncent des 40 gigabits par seconde. Au fait, attention à ne pas confondre les gigabits et les gigahertz. Gigabits par seconde, c'est la quantité de données transportées, gigahertz, ce sont les fréquences radio utilisées. Le Wi-Fi est donc une technologie que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux équipements. Ordinateurs, smartphones, téléviseurs, objets connectés, etc. Contrairement aux réseaux cellulaires qui sont centralisés, qui appartiennent aux opérateurs, les réseaux Wi-Fi, il y en a plein autour de nous. Il suffit d'ouvrir le Wi-Fi de son ordinateur pour s'en rendre compte, puisqu'ils sont créés par des particuliers, des entreprises, etc. Alors, pour que l'on puisse se connecter à tous ces réseaux, à condition d'avoir les codes d'accès évidemment, il faut que tous les équipements soient compatibles. Les ordinateurs, les smartphones, les routeurs aussi, il faut que tous ces appareils parlent le même langage.
Voilà, donc c'est vraiment important dans ces technologies-là qui vont être déployées et implémentées par beaucoup d'industriels, c'est que tout le monde soit bien d'accord sur la façon dont fonctionne cette technologie. Et donc pour ça, derrière, on a un standard qui est développé par l'organisme I3E 802 au sein d'un groupe de travail qui s'appelle 802.11. Et par-dessus, on a également la Wi-Fi Alliance, donc là qui est plutôt des consortiums d'industriels qui sont en charge de valider que les produits sont conformes à la norme. Donc d'un côté, on a un développement plutôt d'ingénierie au niveau de l'I3E, et puis de l'autre côté, on a une validation et une commercialisation, une promotion en fait des nouvelles technologies, un choix parfois des fonctionnalités qu'il faut inclure ou pas dans ce qu'on va labelliser comme étant compatible Wi-Fi. Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter un instant sur quelques grands mystères du Wi-Fi. Et d'abord ce mot, Wi-Fi, Wi-Fi en anglais. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Contrairement à la 5G, par exemple, qui signifie 5e génération de télécommunications mobiles, pour le Wi-Fi, c'est carrément flou. Selon certains, ça voudrait dire Wireless Fidelity, en français fidélité sans fil, sauf que ce n'est pas sûr du tout. C'est Wireless Fidelity qui a été mentionné plusieurs fois par la Wi-Fi Alliance. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était plutôt un clin d'œil à Wi-Fi, mais que voilà, c'était juste un sigle comme ça, mais qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à aller chercher derrière. Alors c'est vrai que Wi-Fi, en réalité, serait juste un terme marketing inventé dans les années 2000 pour éviter d'avoir à dire IEEE 802.11 qui était vraiment imprononçable. Tout cela nous amène à une autre grande question existentielle. Faut-il dire le ou la Wi-Fi ? Alors en anglais, pas de problème, mais en français, c'est comme la chocolatine ou le pain au chocolat, on ne s'en sort pas. Alors là, c'est un grand débat aussi, je suis pas sûr que ça soit super important, mais oui, alors moi j'ai plutôt tendance à dire, dans mon domaine, là, de notre communauté, c'est plutôt le Wi-Fi, parce que c'est le réseau Wi-Fi, mais on peut aussi dire la technologie Wi-Fi, donc on pourrait en discuter, ouais. C'est vrai qu'on pourrait en discuter pendant des jours et des jours. C'est un peu comme le Game Boy ou la Game Boy. En fait, le sexe des anges numériques n'est pas facile à déterminer. Pourtant, selon les dictionnaires Larousse et Robert, Wi-Fi est bien un nom masculin. Mais en fait, on remarque que ce sont plutôt les geeks qui disent le Wi-Fi, alors que les gens normaux, ceux qui sont moins versés dans la technologie, eux, ont tendance à considérer apparemment que le Wi-Fi est une fille et ils disent la Wi-Fi. C'est intéressant d'ailleurs. Peut-être qu'ils trouvent ça plus joli, plus doux, plus rassurant. Allez, toujours au rayon des grandes interrogations, on pourrait débattre aussi de la manière d'écrire le terme Wi-Fi. Est-ce qu'il faut ou non un trait d'union entre le oui et le fi ? Eh bien, normalement oui. C'est comme ça que ça s'écrit. Le dictionnaire de Word s'énerve dès qu'on oublie le trait d'union, mais il faut bien avouer quand même que c'est plus facile d'écrire Wi-Fi tout attaché. Bref, on va arrêter là pour les questions sémantiques et orthographiques et on va revenir à des points plus techniques concernant le Wi-Fi. Alors vous utilisez forcément du Wi-Fi à la maison ou au bureau, que ce soit via la box de votre opérateur internet ou bien via un routeur externe. Mais le problème c'est que, je le sais, ça ne marche pas toujours comme vous aimeriez. Dans la pièce du fond là ou au fond du jardin, ça passe mal. Et c'est normal car nous sommes dans le domaine des ondes, il y a donc des contraintes physiques, c'est ce que nous explique Gonzague d'Ambricourt, dirigeant de la société Bouche Cousue, spécialisée dans l'installation de réseaux Wi-Fi en entreprise. Comme toute chose qui passe par les airs, elle a comme contrainte qu'elle peut être perturbée. C'est-à-dire de la même façon que de la musique s'arrête quand on traverse des murs, le Wi-Fi est soumis à ça, est soumis aux perturbations des voisins. Pendant longtemps, le Wi-Fi était majoritairement sur la même fréquence que les micro-ondes, les talkie-walkie, etc., ce qu'on appelle le 2,4 GHz, qui est très très encombré. Donc ça, c'était fastidieux. Depuis de nombreuses années maintenant, on a le 5 GHz qui est beaucoup moins chargé, et là, on a le 6 GHz qui arrive. Donc ça, c'est la partie fréquence et disponibilité dans l'air, en gros. Et de l'autre côté, effectivement, le protocole, tous les protocoles qui tournent autour du Wi-Fi, tous les standards, se sont beaucoup améliorés pour aider les appareils à mieux comprendre leur environnement radio. Alors Gonzague d'Ambricourt l'a évoqué, et Mathieu Quinche l'a expliqué juste avant, il n'existe pas un Wi-Fi, mais des Wi-Fi, qui s'appuient sur différentes plages de fréquences. Aujourd'hui, les ordinateurs et les smartphones utilisent du Wi-Fi 5 GHz, mais de nombreux objets connectés continuent d'être compatibles uniquement avec le vieux Wi-Fi 2,4 GHz.
En fait, le 2,4 GHz porte plus loin que le 5 et initialement coûtait un peu moins cher je pense beaucoup de constructeurs qui faisaient pas d'efforts sur leur carte électronique pour passer au 5. Et c'est un peu universel. Tout le monde a du 2,4. Pendant longtemps, tout le monde n'avait pas du 5. Aujourd'hui, on pourrait effectivement largement basculer en 5. Donc, c'est en train de changer. Mais pour le moment, on ne peut pas complètement couper le 2,4 si on a des objets connectés pas très récents ou de constructeurs qui n'ont pas fait l'effort du 5. Des caméras sans fil, des choses comme ça, c'est souvent en 2,4 GHz parce que ça porte plus loin. Et parce qu'on veut que le client il se dise « je peux la mettre hyper loin de ma box ». Et c'est comme ça qu'on a souvent les deux Wi-Fi qui cohabitent, parfois sous le même nom, 2,4 et 5 GHz. Dans tous les cas, si on n'est pas content de la couverture de son Wi-Fi à la maison, comment l'améliorer ? Petit rappel des conseils de base avec Gonzague d'Ambricourt. Le conseil de base, déjà, c'est de ne pas enfermer trop sa box dans un environnement qui va la contraindre pour l'émission Wi-Fi. Par exemple, si vous enfermez votre box dans un joli meuble en métal, ça va faire un effet qu'on appelle cage de Faraday, et donc les ondes vont très mal se diffuser. Pareil, on va éviter de la coller trop près d'un mur porteur énorme. Le Wi-Fi, donc en extérieur, avec aucune perturbation, le Wi-Fi, ça porte à environ 100 mètres. Et évidemment, en intérieur, cette portée s'écroule parce que dès qu'on croise des obstacles, une porte, des feux, des vitres, une porte blindée, alors là, c'est encore pire, donc des murs porteurs, eh bien, le signal s'affaiblit. Et donc, le travail d'interaction entre votre appareil, c'est-à-dire votre ordinateur, votre smartphone, et la borne Wi-Fi, donc souvent chez les gens, leur box, elle va être beaucoup plus difficile, un peu comme deux personnes qui s'entendent mal, va passer son temps à répéter ce qu'elle a dit, et l'appareil client aussi, et donc déjà ça consomme beaucoup de batterie, et c'est du temps perdu, donc ça induit des latences, et donc ce qu'on connaît de la vidéo qui saute, la qualité qui baisse. Alors quand on a un mauvais Wi-Fi, en général, on se tourne vers des répéteurs, ces petits accessoires censés augmenter la portée du réseau sans fil. Alors, c'est une des solutions les plus faciles à déployer, dans le sens où il n'y a pas besoin de tirer de nouveaux câblages dans son domicile, et que effectivement, c'est un côté un peu ce qu'on appelle plug and play, c'est on branche, on fait quelques clics et c'est fonctionnel. En général, c'est pas mal. Ensuite, les gens en exigent beaucoup par rapport à ce que ça fait. On a bien tout dans le nom, c'est un répéteur. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va d'abord capter un premier signal et le rediffuser. Donc, il faut imaginer qu'on fait des sauts de puce dans la maison et que chacun de ces sauts fait perdre quand même un petit peu en performance et que pour bien répéter, il faut de toute façon bien capter. Si j'essaye de répéter les paroles de quelqu'un que j'entends mal, on a l'expression en France du téléphone arabe, c'est exactement la même chose, le message sera perturbé à la fin. Donc il faut aussi bien placer ces répéteurs. Les solutions modernes sont très chouettes à ce sujet, mais elles ne règlent pas tout le problème de la physique. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas des produits qui, par magie, rendent vos murs transparents aux ondes. Enfin, pour étendre un réseau Wi-Fi, il y a aussi ce qu'on appelle les répéteurs CPL, courant porteur en ligne, c'est-à-dire qui se branchent directement sur le réseau électrique, sur les prises de courant. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, pour l'avoir quand même beaucoup expérimenté. Et pourtant, il y a une marque allemande bien connue qui vend ça comme des petits pains. Moi, je suis pas convaincu de la stabilité de la chose. Et sûrement sur un réseau électrique parfait, c'est génial, mais un réseau électrique parfait, c'est très rare. Et par contre, c'est vrai que ça permet de s'affranchir de beaucoup des contraintes de portée, et on n'a plus cette contrainte du répéteur qui doit bien capter le signal source. Puisque là, on ne vient pas capter un signal Wi-Fi, on vient transmettre un signal informatique à travers le réseau électrique. Si on parle de Wi-Fi, il faut parler de sécurité des données. Parce que ce sont des ondes, c'est-à-dire que ça passe par la voie des airs, eh bien il y a des risques d'interception. Lorsque vous envoyez des messages, lorsque vous consultez vos comptes bancaires ou simplement lorsque vous allez sur le web. Alors heureusement, les concepteurs de Wi-Fi ont mis en place dès le début des systèmes de chiffrement pour protéger les communications. Mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas infaillible, comme le rappelle Mathieu Quinche, spécialiste de la sécurité des réseaux sans fil à l'INRIA.
Voilà, donc c'est un point qui est central dans le Wi-Fi. Donc, comme vous l'avez dit, le fait que les échanges aient lieu par des signaux radio veut dire que n'importe qui avec les compétences techniques, est en mesure de capter les signaux qui sont transmis, d'interagir à distance avec des appareils. Et donc, c'est pour ça qu'a été intégré dans la première version du Wi-Fi ce qu'on appelait le WEP, donc Wired Equivalent Privacy, donc qui permettait de fournir une confidentialité qui était équivalente, a priori, à celle qui était possible sur un câble. On s'est rapidement rendu compte qu'en fait, ce mécanisme web était en fait cassé. Il y a eu les premières vulnérabilités qui ont été découvertes rapidement. C'est quelque chose qui a fait le plaisir d'un grand nombre de hackers dans les années 2000. Le web était très facile à hacker à l'époque et aujourd'hui, c'est un exemple très facile pour démontrer les vulnérabilités dans les réseaux sans fil. Ouais, c'est pas très rassurant tout ça. Hein. Heureusement, les scientifiques nous ont mis au point un autre système baptisé WPA. Mathieu Quinche. Une fois que le web a été identifié comme étant très vulnérable, en réponse à ça, un peu en catastrophe, la Wi-Fi Alliance, sans attendre l'I3E 802, a développé une version patchée qu'on a appelée WPA, donc qui reposait sur les mécanismes cryptographiques qui étaient les mêmes que pour le web, mais les utilisait d'une manière un peu différente qui rendait les attaques du web inutilisables. Donc c'était pas un changement majeur, mais ça permettait de patcher rapidement, de réparer à la va-vite le système. Et en parallèle, l'organisme de standardisation l'I3E a développé quelque chose de plus robuste qu'on a appelé par la suite WPA 2 et qui a été intégré et qui cette fois-ci repose sur des bases cryptographiques qui sont beaucoup plus solides que ce qu'on avait dans le web et le WPA. Et là, plus récemment, on a eu le WPA 3 qui est arrivé avec de nouveaux mécanismes de la sécurité renforcée, en particulier par le support de fonctions cryptographiques plus robustes, et puis aussi des nouvelles fonctionnalités qui permettent de protéger les données dans tout un tas d'autres contextes. Alors ça, c'est plutôt rassurant. Le WPA veille sur nous. Si notre box est à jour, qu'on a un système qui est à jour, qu'on a un mot de passe sur notre réseau qui est robuste, hein, donc on va pas revenir là-dessus, mais bon, il faut choisir ses mots de passe de manière robuste pour pas qu'ils soient devinables facilement. Oui, on va éviter 000 ou 1, 2, 3, 4, quoi. Voilà, ce genre de choses. Et puis si on a configuré donc le bon mode, donc le WPA 2 ou alors WPA 3 maintenant quand c'est disponible, normalement, notre réseau, il est fiable. Donc, chez vous, un conseil, allez dans l'interface d'administration de votre box ou de votre routeur, vérifiez que vous avez bien activé au moins l'option WPA2, éventuellement WPA3. Et une fois qu'on a fait ça, en principe, on peut dormir sur ses deux oreilles. Mais il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite, car il y a d'autres risques liés au Wi-Fi. Par exemple, si vous communiquez un peu trop facilement vos codes d'accès. Des amis, etc., à qui on va donner votre mot de passe. Donc là, il peut y avoir un risque que le mot de passe soit diffusé, et donc quelqu'un d'extérieur puisse y accéder, quelqu'un de malveillant. Et puis, il y a aussi le problème donc, d'inviter des personnes sur notre réseau Wi-Fi, ça veut dire que c'est des appareils qui vont venir s'y connecter et accéder à notre réseau interne. Donc là, il faut faire attention également, parce que si un de ces appareils est compromis et sous le contrôle d'un pirate, cet attaquant pourra faire un peu ce qu'il veut sur le réseau. Donc là, c'est plutôt, c'est pas le Wi-Fi qui est en cause, c'est plutôt la façon dont on gère notre réseau et qui on autorise à se connecter dessus. Alors, il y a une question que j'ai envie de poser à Mathieu Quinche. Si quelqu'un a mon mot de passe Wi-Fi, certes, il peut utiliser ma connexion Internet, mais est-ce qu'il peut également entrer dans mon ordinateur ? Alors, ça va dépendre des versions de sécurité que l'on a. Donc, si vous êtes sur le WPA 2, si vous avez connaissance du mot de passe, oui, la personne, l'attaquant qui observe les communications sera en mesure de récupérer ce qui se passe. Alors, avec des outils spéciaux. Oui, avec des outils spéciaux, mais qui sont, aujourd'hui relativement faciles à utiliser. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas qu'un seul niveau de protection sur les réseaux de communication aujourd'hui. Donc, on a la protection de la sécurité au niveau du Wi-Fi, mais par-dessus, bien souvent, on a des protections comme le HTTPS, le petit cadenas vert qu'on a dans notre navigateur, qui va faire en sorte que nos communications sont chiffrées. Donc, la plupart des échanges qu'on va avoir par-dessus le Wi-Fi vont avoir un niveau de protection supplémentaire, donc qui va nous protéger d'une certaine manière ici.
Et puis maintenant, on a vu la dernière évolution de la sécurité dans le Wi-Fi, qui est le WPA3, et qui introduit un mécanisme qui permet justement d'éviter que quelqu'un qui connaisse un mot de passe soit en mesure après de récupérer tous les échanges qui ont lieu sur le réseau. Et donc ça, c'est une amélioration qui est tout à fait louable, puisque ça permet de se prémunir contre toutes les menaces dont on discutait tout à l'heure. Donc, si on est prudent, globalement, il y a peu de risques à utiliser du Wi-Fi à la maison, à condition d'avoir un système pas trop vieux et de prendre un minimum de précautions. Par exemple, la plupart des box et des routeurs aujourd'hui permettent de créer un réseau invité, c'est-à-dire un réseau supplémentaire qui s'appelle généralement Wi-Fi Guest et qui permet aux gens qui viennent chez vous de profiter de la connexion Internet, mais sans possibilité d'accéder aux autres ordinateurs du réseau. Mais le problème, c'est que le Wi-Fi, on ne s'en sert pas seulement à la maison. C'est bien pratique de se connecter aussi à l'extérieur, dans un café ou dans un hôtel par exemple. D'autant que c'est plus écologique d'utiliser le Wi-Fi que la 4G ou la 5G. En prenant en compte l'ensemble du processus, ça consomme moins d'énergie et ça produit moins de CO2. Mais se connecter au réseau Wi-Fi de votre restaurateur préféré, malheureusement, ce n'est pas sans risque. Alors je vais prendre le cas le plus simple où on se connecte au réseau d'un hôtel ou d'un restaurant. Donc là, on se retrouve dans un cas où on est sur un réseau sur lequel il y a potentiellement d'autres utilisateurs, et donc certains de ces utilisateurs sont malveillants. Donc on est bien souvent connectés directement. Ils peuvent se connecter à notre appareil en échangeant des messages et peuvent éventuellement donc capter une partie du trafic qu'on va envoyer, donc collecter des données, mais ils peuvent aussi nous attaquer, donc essayer de compromettre, de s'introduire dans notre système en exploitant des vulnérabilités sur notre appareil qui ne seraient pas forcément à jour, par exemple, et donc prendre le contrôle de notre appareil à distance. Donc ça, c'est une des menaces à laquelle on peut s'exposer. Et puis, il y a l'autre cas, c'est qu'on n'est pas forcément connecté, mais voilà, vous l'avez dit, c'est réseau Wi-Fi, donc réseau Wi-Fi de l'hôtel, il va avoir un nom de réseau, un SSID assez commun, par exemple Wi-Fi hôtel, et puis une attaque qui est assez populaire dans le milieu, c'est de dire qu'on va créer des faux réseaux qui vont s'appeler comme des réseaux qui sont communs. En ce faisant, ça va attirer un grand nombre de connexions puisque nos appareils se connectent automatiquement aux réseaux qu'ils connaissent déjà. Et là, la seule façon de les identifier, les réseaux, c'est le nom. Et ce nom, il est très facile à usurper. Donc cette technique de créer des faux réseaux va faire en sorte que des appareils vont venir se connecter, et une fois que qu'on les a attirés, là on a une connexion directe avec eux. On peut faire ce qu'on appelle des attaques d'hommes au milieu, donc intercepter le trafic, faire des attaques, exploiter des vulnérabilités sur l'appareil. Donc là, on est vraiment dans une position qui permet de faire beaucoup de choses. Donc là, je crois qu'on a bien compris que la sécurité des réseaux informatiques, c'est une histoire quand même sacrément complexe, puisqu'il y a plein de niveaux différents et il y a donc des failles potentielles à tous les étages. Comme dirait l'autre, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être parano. Comme le rappelle Gonzague d'Ambricourt, les vrais piratages, ça concerne surtout les personnes qui sont délibérément ciblées. Dans nos clients, on a des gens qui font des missions avec des entreprises de la défense, etc. Eux sont beaucoup plus susceptibles de faire l'objet d'espionnage, par exemple. Donc là, ce sera quelque chose de ciblé. Ça veut dire qu'il va y avoir des moyens mis en face par des unités parfois étatiques pour aller chercher de l'info, pour voler l'ordinateur, pour accéder à son contenu. Pour monsieur et madame tout le monde qui partagent leurs photos sur Facebook, bon, vous êtes moins intéressant pour un hacker. Ça n'empêche pas de faire attention. Alors, pour se protéger, quand on se connecte à un Wi-Fi public, il existe une solution qui tient en 3 lettres. VPN, Virtual Private Network, autrement dit réseau privé virtuel. Ça se présente sous la forme d'un logiciel payant ou gratuit qui crée une sorte de tunnel sécurisé dans lequel nos données vont être envoyées. Est-ce une bonne idée pour les particuliers ? Réponse de Mathieu Quinche. Globalement, oui, le VPN, ça va être un avantage parce que ça va
rajouter une couche de protection, c'est-à-dire que tout le trafic qui va sortir de notre machine, il peut être chiffré ou non chiffré, mais lorsqu'on passe dans le VPN, eh bien tout ce qui va transiter au moins sur le réseau Wi-Fi, tout ça sera encapsulé dans une couche de chiffrement qui fera que l'attaquant il sera pas en mesure de voir ce qui se passe. Néanmoins, passer par un VPN, ça veut dire que tout notre trafic va passer par ce fournisseur VPN. Et là peut se poser des problèmes. Puisque est-ce qu'on a vraiment confiance? En fait, on va faire passer toutes nos données par les serveurs d'une entreprise, et on sait que le VPN souvent on a tout un tas d'activités plus ou moins légales qui sont associées avec, et on a vu des histoires de fournisseurs de VPN qui prétendaient ne pas collecter de données, etc. Et au final, on se rend compte que c'est le cas. Donc il faut bien savoir que lorsqu'on utilise un VPN, il faut vraiment être sûr que le fournisseur de VPN en face, on peut lui faire confiance. Et aujourd'hui, c'est une question compliquée. Quand on déroule cette question du Wi-Fi, on a un peu l'impression d'aller de surprise en surprise. Alors il ne s'agit pas de se faire peur inutilement, l'important c'est juste finalement d'avoir conscience que ces risques existent. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec Orange. Réalisation signée Thomas Langlin. J'espère que vous avez appris des choses sur le Wi-Fi. N'hésitez pas à laisser des avis, des petites étoiles, des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à Monde Numérique si ce n'est pas encore fait. Faites-le connaître à vos amis. Et puis on se retrouve également sur le site mondenumérique en un seul mot.info.